Bien, bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons donc travaillé sur la question de la catégorisation et nous étions passés, disons, de la question de la catégorisation à la question de la polysémie. En abordant la question de la catégorisation, nous avons vu ce qui est assez traditionnel, la distinction entre deux façons de concevoir les catégories. Une façon qui est parfois dénommée classique et qui est aussi dénommée la théorie des conditions nécessaires et suffisantes, selon laquelle donc un membre d'une catégorie est défini dans son appartenance à cette catégorie par la possession d'attributs en commun. Donc on parle d'un modèle de conditions nécessaires et suffisantes dans la mesure où l'appartenance à un membre est nécessaire et suffisante en fonction du fait qu'il possède ou non, ce membre, les propriétés définitoires de la catégorie. À ce modèle donc des catégories nécessaires et des conditions nécessaires et suffisantes, nous avons opposé, et cela tous les manuels de sémantique le font, enfin disons tous les manuels qui traitent de cette question de la catégorisation le font, le modèle du prototype, la sémantique du prototype, qui se caractérise par un certain nombre de traits qui la distingue très nettement du modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ça n'est pas tellement, vous l'avez bien compris, qu'il n'est pas pertinent. Certaines catégories, plutôt d'ailleurs, certains modes de catégorisation suscitent des catégories de cet ordre-là. En particulier, les catégorisations de type scientifique ou, disons, celles de type administratif également dans certains cas. Donc, il y a opposé la catégorisation sur le modèle du prototype à la catégorisation des conditions nécessaires et suffisantes. Ça n'est pas dire du tout que la sémantique du prototype élimine, dépasse le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Simplement, ce sont deux types de processus de catégorisation. Et ce qui caractérise, disons, la sémantique du prototype, c'est qu'elle reflète plus justement, peut-être, notre façon naturelle de catégoriser, qui est toujours un peu floue et qui se base sur disons, des détections de propriétés de membres moins rigoureuses que dans le cas de la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Donc, les deux grandes idées de la sémantique du prototype, c'est d'une part que tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents à l'égard de l'appartenance à la catégorie. Certains membres de la catégorie, c'est ce qu'on appelle parfois aussi la typicalité. Certains membres de la catégorie sont de meilleurs membres que d'autres, sont plus représentatifs de la catégorie que d'autres. Et on avait vu, par exemple, dans la catégorie des oiseaux, que dans notre culture, le moineau est l'un des prototypes majeurs de la catégorie oiseaux. Autrement dit, le moineau par rapport au pingouin ou par rapport au kiwi est un membre, disons, plus représentatif de la catégorie que d'autres. Bon. Par ailleurs, autre idée forte de la sémantique du prototype, c'est l'idée que les niveaux d'inclusion qui caractérisent la relation hyperonymie-hyponymie, c'est-à-dire les catégories très générales et les sous-catégories, ces niveaux d'inclusion ne sont pas tous équivalents et d'un point de vue cognitif, nous privilégions un certain niveau catégoriel qui est le niveau de base. C'est-à-dire que le niveau de base, par exemple, dans la hiérarchie être vivant, animal, mammifère, chien, teckel à poil long, etc., de cette espèce de hiérarchie d'inclusion, le niveau chien est le niveau auquel nous recourons le plus spontanément dans notre perception, dans notre catégorisation du monde. Donc cette importance du niveau de base par rapport aux deux autres niveaux, le niveau superordonné au-dessus du niveau de base et le niveau subordonné au-dessous du niveau de base,
ce niveau de base est donc le niveau privilégié de la catégorisation. Vous l'aurez compris également, cette approche de la catégorisation est une approche vraiment psychologique, hein, pas du tout linguistique au départ. C'est ensuite qu'on a, en particulier avec les travaux de Kléber, hein, qui sont récapitulés dans ce volume, la sémantique du prototype. C'est à partir donc de ces travaux, notamment de Kléber en France, que l'on a fait le lien entre la sémantique du prototype et la sémantique du langage naturel. Mais les procédés de démonstration, de justification de cette importance du niveau de base, des phénomènes de typicalité du prototype, etc., ce sont des protocoles expérimentaux de la psychologie cognitive qui ont permis de les mettre en place. Non sans un certain nombre de critiques, il y a d'autres modèles théoriques, notamment la théorie des exemplaires, dont on ne va pas parler, mais disons que cette approche théorique reste importante, même si elle a certaines fragilités que je n'ai pas le temps d'examiner dans le cadre de ce cours. Alors, nous avons vu donc, puisque la raison pour laquelle nous sommes intéressés aux catégories et au processus de catégorisation, c'est une raison qui vient de notre interrogation sur le rôle des unités lexicales, à quoi servent les unités lexicales, et nous avons vu que les unités lexicales, en tant qu'elles sont des dénominations, produisent ou nous aident à former des catégories. Hein. Donc la fonction de dénomination des unités lexicales est liée au processus de catégorisation. Mais, et c'est là-dessus que je m'étais arrêté la dernière fois, le problème de la catégorisation dans les langues naturelles est compliqué par le phénomène de polysémie, puisque donc le phénomène de polysémie, je rappelle qu'on a un même signifiant pour plusieurs signifiés qui sont en relation, hein, les deux signifiés de la polysémie qui sont associés à un seul et même signifiant sont en relation, ce qui distingue du cas de l'homonymie. Par ailleurs, le mot polysémique a un seul étymon, alors que les homonymes ont des étymons distincts. Et donc, je m'étais arrêté précisément à cet exemple de la polysémie du mot bouton, qui montre bien que un seul mot renvoie à plusieurs catégories. Parce que bien que les différents sens du mot bouton, le sens botanique, qui est le sens d'origine, hein, je vous rappelle l'étymologie, bouton est un dérivé du verbe bouter, hein, bouter qui signifie pousser, repousser, et donc le bouton c'est une petite chose qui pousse. Hein. Bon. Alors, le sens de base historiquement de bouton est bien le sens botanique, d'accord ? Et à partir de là, historiquement, sont apparus le sens de petites pièces souvent circulaires servant à fermer un vêtement, ensuite petites boules servant à saisir des objets, et enfin petite tumeur qui se forme sur la peau. Donc, vous voyez, il y a une histoire de cette polysémie, les sens n'apparaissent pas tous en même temps, mais en diachronie, lorsqu'on décrit le sens du mot bouton, eh bien, on le décrit par exemple de cette façon. Ici, c'est donc une réduction drastique, hein, de l'article du Trésor de la langue française, où apparaît en premier lieu le sens botanique, d'accord, donc bourgeon peut avancer, etc. Un sens dit par métaphore et associé à la marque d'usage littéraire, personne très jeune d'une extrême fraîcheur offrant des prouesses de grande beauté, exemple de Balzac, elle devait vivre, Dieu l'avait écrit, cher bouton de la plus belle des fleurs humaines. Bon. Donc ça, vous voyez que c'est un sens qui est indiqué par métaphore, qui n'a pas sans doute la stabilité du sens des autres acceptions, hein, du type bouton dermatologique, etc.
il est intégré, cette extension métaphorique est intégrée au sens botanique. Alors, en bouton est aussi lié à cette métaphore, hein, donc voilà, l'acception est décrite comme étant qui n'a pas atteint son plein développement, qui est susceptible de s'épanouir, le charme de l'indéterminé, de ses vies en bouton, etc., etc. Donc là aussi, vous avez un lien de métaphore avec un des sens de base. Le deuxième sens, anatomie humaine, peut être considéré comme étant, disons, lié par une analogie de forme avec le sens botanique. Vous remarquerez que l'ordre dans lequel sont présentées ici les acceptions n'est pas le même ordre que l'ordre historique de l'apparition des acceptions. Ça n'est absolument pas une obligation dans un dictionnaire, ça peut être un choix. Dans certains cas, hein, le Littré, par exemple, choisit plutôt de mettre en premier lieu les acceptions les plus anciennes, mais ici, il se trouve que c'est le cas aussi, mais c'est parce que c'est un sens, disons, qui, en synchronie, permet de dériver l'ensemble des autres sens. Donc, deuxième sens, anatomie humaine, on n'a pas de lien indiqué avec le sens précédent, mais il est clair que ce lien est un lien d'analogie de forme. Ensuite, dans le domaine de l'habillement, vous voyez qu'il y a un classement des acceptions botaniques, anatomie humaine, qui sont dans la grande catégorie biologie, ce qui justifie leur regroupement, hein, en dépit donc encore une fois du fait que ces deux acceptions n'apparaissent pas dans cet ordre-là historiquement. Ensuite, donc, vous avez l'acception habillement, qui elle aussi est par analogie de forme avec les sens précédents. Et c'est uniquement pour l'emploi C qu'on a une indication par analogie avec B, avec l'emploi électrique, hein, organe de commande d'un circuit électrique, bouton de sonnerie, bouton d'alarme, etc., etc. Et enfin, en technologie, pièce saillante servant à ouvrir, fermer une porte, un tiroir, un verrou, bouton d'une porte, bouton d'une serrure, un verrou. Alors, la lexicographie, c'est-à-dire l'art d'écrire des dictionnaires, c'est toujours, c'est un art, hein, c'est pas une science, disons. Et donc, quand on observe, quand on analyse un peu, même superficiellement, un article de ce genre-là, on voit bien le manque de systématicité qui est observable, c'est-à-dire on se demande bien pourquoi uniquement le sens C est présenté comme étant analogique au sens B, alors que le sens B est aussi analogique au sens A, hein, par analogie de forme également. Mais ça n'est pas indiqué. Donc, ça n'est pas parce que ça n'est pas indiqué dans un dictionnaire aussi sérieux qu'il soit comme l'est le TLFI que cette relation n'existe pas. Alors, vous comprenez donc que la description de la polysémie d'un mot, qui, mais j'y reviendrai, suppose que chaque acception correspond à une catégorie particulière, bien que vous ayez un seul et même mot, ça ne viendrait à l'idée de personne de placer la catégorie bouton dermatologique dans la catégorie des boutons de vêtements. Là, il y a une ressemblance par le mot qui se justifie par une certaine analogie sémantique, mais les catégories au sens des catégories référentielles, au sens des catégories, si vous voulez, conceptuelles, sont distinctes. Bien. Elles sont distinctes, mais leur description est en relation. Donc cela suppose que dans la description d'une polysémie, on ait des opérateurs qui indiquent à chaque fois, pour chaque acception d'un mot polysémique, quelle est la relation avec le sens de base. Alors, ces opérateurs sont les suivants, ce sont les opérateurs les plus courants. Il y a d'abord la métaphore, on l'a vu, hein, avec le cas, par exemple, des vies en bouton. Donc, par rapport au sens de base de bouton, il y a une métaphore ici. Donc, il peut y avoir une analogie de forme comme dans bouton de sonnerie.
Alors je donne d'autres exemples avec d'autres mots pour les autres types d'opérateurs parce qu'ils ne sont pas pertinents dans le cas de boutons. Donc vous avez la relation de métonymie. Alors, par exemple, un blaireau dans le sens d'un pinceau pour se raser, enfin un pinceau dans lequel on trempe, enfin un pinceau qui sert à mettre de la mousse, bref, pour se raser. Enfin, c'est un objet qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, sans doute, mais bon, enfin, c'est bien de ce blaireau-là qu'il s'agit. À l'origine, disons, ce pinceau, cette sorte de pinceau qu'est le blaireau, était fait en poil de blaireau. Bon. Ils sont toujours faits en poil de blaireau? Ah oui, ben, peut-être, je ne sais pas. À mon avis, il doit sûrement y avoir des blaireaux synthétiques, on peut le dire, je sais pas. Bref, en tout cas, si vous me confirmez qu'ils sont toujours faits en poil de blaireau, ça montre bien que je n'ai pas moi-même l'habitude d'utiliser ce genre d'objet, mais le fait qu'on nomme l'objet blaireau à partir d'une de ses parties, hein, les poils dont sont faits cet objet, indique que la relation entre le sens de base et le sens du mot est une relation de métonymie. Alors, si vous prenez blaireau au sens de, je sais pas, ce type, c'est un vrai blaireau, donc qu'est-ce que ça veut dire un blaireau? Ça veut dire quelqu'un qui est un peu stupide ou est un peu, comment vous définiriez-vous la catégorie humaine du blaireau? Bon, le fait est que dans ce cas-là, on aura très probablement une relation de métaphore par rapport à l'animal. Bref. Ensuite, deux autres opérateurs qui sont symétriques, l'extension de sens et la restriction de sens. Alors, l'extension de sens, c'est ce qu'on aura, par exemple, dans minutes, au sens de, non pas de 60 secondes, le sens de base de minute, c'est durée temporelle de 60 secondes. Bon. Mais si vous dites attends, je reviens dans une minute, ça ne veut pas dire que vous revenez dans 60 secondes pile. Donc, soit une minute signifie aussi par extension de sens, bref, très bref espace de temps. D'accord? Donc on passe du sens de base qui est 60 secondes à un sens plus large, bref espace de temps. Panier, ce sera le cas, un panier de quelque chose, ça peut être un ensemble, pas forcément un panier au sens. Restriction de sens, c'est le cas de homme qu'on a déjà commenté, hein, c'est-à-dire à partir du sens de homme, être humain versus animal, on peut avoir une restriction de sens qui conduit au sens de homme, être humain de sexe masculin adulte, qui s'oppose cette fois-ci à femme et à enfant, et donc qui est obtenu par une restriction du sens de homme. Donc vous voyez que dans le cas de l'extension de sens, on enlève des sèmes. Hein. L'extension de sens correspond à une soustraction sémique, c'est-à-dire que dans minute, on pourrait définir minute au sens de base en disant bref espace de temps composé de 60 secondes, donc 2 sèmes. Et par extension de sens, on enlève un des sèmes, c'est-à-dire 60 secondes. Inversement, dans la restriction de sens, on ajoute des sèmes. Homme au sens d'être humain masculin adulte est obtenu en ajoutant des sèmes à homme, être humain. Voici donc quels sont les opérateurs de polysémie. Donc on les trouve d'une manière plus ou moins régulière, plus ou moins rigoureuse dans la description des acceptions d'un mot polysémique dans le dictionnaire. Oui. Est-ce que tu as la distinction entre opérateur analogique et opérateur analogique et plurosimilaire? Parce que les métaphores fonctionnent vraiment. Tout à fait d'accord. Pour moi, c'est clair que la métaphore est un cas particulier d'analogie, en réalité. Mais on parle d'analogie ici pour dire qu'il y a simplement une analogie de forme sans passer à cette espèce de comment dire, de changement
d'univers, si vous voulez, que représente le passage à la métaphore. Par exemple, quand vous faites la relation entre un bouton, alors comme on l'indique ici, entre un bouton de circuit électrique qui a une pièce ronde sur laquelle on appuie et un bouton pièce d'habillement, vous avez clairement une pièce circulaire, etc. Le lien entre les deux, c'est une analogie de forme, mais pourquoi ça ne produit pas de métaphore? Parce que dans les deux cas, on reste dans un même monde qui est le monde des objets. Il y a métaphore quand on passe de bouton fleur à bouton, des vies en bouton, ou une personne très jeune, cher bouton, etc. Parce qu'on change d'univers, c'est-à-dire qu'on passe de l'univers botanique à l'univers des êtres humains. C'est ce qui justifie la distinction lexicographique entre analogie et métaphore. Mais dans le fond, vous avez tout à fait raison, une métaphore n'est qu'une instanciation particulière d'une relation analogique. Oui ? Quand on parle de bouton, de joli en bouton noir, on a toujours un petit peu la relation botanique qui est dedans, c'est-à-dire que... Oui, on a l'idée d'une fleur, mais c'est une idée à nouveau métaphorique. La personne dont on dit qu'elle est en bouton ou qu'elle a une fleur, c'est pas parce que cette personne a des pétales, une tige, etc. Hein, c'est parce qu'elle a des propriétés métaphoriques des fleurs. Enfin, voilà. Alors, maintenant, on va essayer d'approfondir un peu cette notion pour clarifier, disons, le genre de relation de sens qui existe entre les acceptions des mots polysémiques. Alors là, ce sera un tout petit peu plus technique, mais je vais essayer d'être aussi clair que possible. Donc, on l'a vu, pour la polysémie, il y a deux conditions de base, hein, deux caractéristiques, disons. On a deux sens différents pour un même mot, donc, c'est-à-dire pour une seule et même unité lexicale, on a deux sens, mais ces sens sont reliés entre eux. Seulement, dire que ces sens sont reliés entre eux, c'est un peu insuffisant, parce que ça englobe des cas qui, en fait, ne sont pas du tout de la polysémie. Alors, je vais m'appuyer dans ce que je vais vous expliquer sur un article que je vous mettrai en ligne. Je n'ai pas indiqué ici le lien, mais je vais vous le donner. Un article de Kléber, 2008, petit essai pour montrer que la polysémie n'est pas un sens interdit. Alors, il y a deux conditions que doivent remplir les sens d'une unité lexicale polysémique. C'est d'une part que les sens doivent vraiment être disjoints. Cette notion de disjonction est exprimée par l'expression condition de non-unifiabilité. C'est-à-dire que ces deux sens ne peuvent pas être subsumés par un seul et même sens général. Et puis, deuxième condition, les sens doivent vraiment être liés à l'unité lexicale et pas à des variations contextuelles. Cette deuxième condition est appelée par Kléber la condition de robustesse. Alors, voyons donc d'abord la première condition de non-unifiabilité. Alors, cette non-unifiabilité se traduit sur plusieurs plans. Premièrement, il y a la non-unifiabilité catégorielle, donc qui renvoie à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire à cette idée qu'un mot polysémique doit bien renvoyer à des catégories distinctes et non pas à des catégories qui seraient par exemple incluses l'une dans l'autre. Alors, pas de catégorie qui subsume les catégories dénommées par les différentes acceptions du mot polysémique. Alors, on va opposer ici souris à enfant. Souris, la polysémie de souris, c'est ici simplement la souris animale et la souris d'ordinateur. Bon, on peut considérer que là, il y a une analogie de forme, hein, parce que le fil qui est attaché au petit objet qui constitue une souris d'ordinateur rappelle la queue de la souris. Donc il y a eu dans l'acte de baptême, disons,
de cet objet technologique qui est une souris une analogie de forme avec l'animal souris. Bon, c'est une motivation, on aurait pu trouver peut-être un autre animal, hein, mais il se trouve que c'est ce choix-là qu'on a fait. Vous remarquerez, au passage, que d'une part, on parle de souris même quand elle est sans fil, et du coup, quand l'analogie de forme n'existe plus du tout. Hein. Bon, ben, c'est simplement parce que dans la motivation du sens de souris n'a plus besoin d'être perceptible une fois que le sens est installé dans la langue. Je voulais faire aussi une deuxième remarque, mais du coup elle m'échappe. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ah oui, si, la deuxième remarque était la suivante. Vous remarquerez également que on aurait très bien pu, lors de l'apparition de cet objet technologique nouveau, hein, je veux dire, parce que dans les sociétés qui ont vu émerger les outils informatiques, il y a toutes sortes de créations lexicales, hein, il a fallu trouver des mots pour dire ces objets nouveaux, et on aurait très bien pu inventer un mot qui n'existait pas. Un mot, on aurait pu inventer un mot nouveau. Hein. Mais on a, au lieu d'inventer un mot nouveau, on a utilisé, enfin on a créé la polysémie. C'est-à-dire que le mot souris, qui n'était pas polysémique sur ce plan-là, bon, c'est sûr, une souris ça peut être aussi polysémique, je n'ai pas vérifié dans l'article du TLFI, je le ferai peut-être tout à l'heure rapidement pendant la pause. Il y a peut-être d'autres acceptions, mais si on part simplement du sens de base souris, animal, petit rongeur, etc., avant l'apparition de l'informatique, il n'y a pas de polysémie. Cette polysémie avec souris, objet technique, elle apparaît à un moment donné de l'histoire. Oui ? Ah, vous avez vérifié une souris, oui, ça peut désigner... Alors, une prostituée, je pense que ça peut désigner une femme dans différentes conditions. Hein. Pas seulement la prostituée, mais aussi une jeune femme, une petite souris. Ah, bref, donc c'est certain qu'il y a d'autres acceptions qui seront, alors là, il faut un peu réfléchir sur l'opérateur de polysémie, mais bon, ça sort un peu de mon sujet. Partons donc de souris, qui est clairement devenu polysémique à partir du moment où les objets technologiques souris sont apparus. Vous avez un seul et même mot souris pour désigner, là c'est clair, deux catégories qui n'ont rien à voir. Hein. Dans le fond, en termes catégoriels, une souris d'ordinateur et une souris animale, ça n'a rien à voir. Bon. Maintenant, si on compare un enfant, ça peut renvoyer à la catégorie garçon, comme ça peut renvoyer à la catégorie fille. D'accord ? Mais ces deux catégories qui sont distinctes, ça c'est pas du temps sexuel sur les complications éventuelles, mais admettons très classiquement la distinction des genres, ces deux catégories qui sont distinctes sont malgré tout incluses, sont deux sous-catégories d'une même catégorie générale, qui est être humain non adulte, qui comprend deux sous-catégories. Donc il y a bien dans le cas des deux sens de enfant, garçon, fille, une catégorie plus générale qui les inclut tous les deux. D'accord ? Alors que pour souris, entre souris animale, souris d'ordinateur, il n'y a pas une catégorie générale pour laquelle on pourrait dire que ces deux objets appartiennent à la même catégorie. Hein ? Oui ? Les deux peuvent être quand même inclus dans le même mot être humain. Oui, mais alors là, c'est l'un qui inclut l'autre. Hein. Il n'y a pas une catégorie générale qui inclut les deux. Il n'y a pas une catégorie générale qui inclut les deux. Or là, la distinction catégorielle, enfin, disons
la non-unifiabilité catégorielle, elle vise bien la séparation de deux catégories. Effectivement, dans le cas de l'extension de sens ou de la restriction de sens, en particulier dans le cas que vous indiquez de homme, on a une inclusion d'une catégorie dans l'autre. Cette non-unifiabilité a également un aspect en termes de conditions de vérité. Hein. Donc il y a aussi une non-unifiabilité vériconditionnelle qui s'exprime de la façon suivante. L'attribution d'une valeur de vérité s'établit au niveau de chaque lecture particulière et non au niveau d'une interprétation rassemblant les différentes lectures. Donc, si je dis Paul n'a pas d'enfant, Paul n'a pas d'enfant, c'est faux si Paul a soit un garçon, soit une fille. D'accord? Soit l'un, soit l'autre. Mais si je dis Paul n'a pas de souris, on ne peut pas considérer que c'est vrai ou faux, selon qu'il a ou pas une souris d'ordinateur ou une souris au sens animal. Hein. Paul n'a pas de souris, c'est vrai si Paul a une souris d'ordinateur, ça voudra dire qu'il n'a pas de souris animale, soit s'il a une souris animale. Dans ce cas-là, il n'a pas de souris d'ordinateur. D'accord? Tandis que si vous dites Paul n'a pas d'enfant, il faut absolument qu'il n'ait ni un garçon ni une fille. D'accord? Paul n'a pas d'enfant, il faut qu'il ait ni un garçon ni une fille. Paul n'a pas de souris, ça peut être vrai s'il a soit une souris d'ordinateur, soit une souris animale. Bon, c'est très artificiel, hein, ces exemples, j'en conviens, mais ça montre bien que les conditions de vérité de l'énoncé dépendent bien de la lecture particulière de chaque unité, hein, souris d'ordinateur ou souris animale. Bon, non-unifiabilité de lecture. En cas d'ambiguïté, on ne peut pas unifier les deux lectures. C'est-à-dire que je peux unifier, si je veux dire que Paul voudrait avoir soit un garçon, soit une fille, je peux unifier en disant il voudrait un enfant. Bon, que ce soit. Mais c'est très bizarre si de dire Paul voudrait une souris, que ce soit une souris d'ordinateur ou une souris rongeur, peu importe, il veut une souris. Très bizarre. Hein. Donc Paul voudrait une souris, ça ne peut s'interpréter que d'un côté ou de l'autre, hein, du côté informatique ou du côté rongeur. Non-unifiabilité sémantique, vous voyez que ce sont à chaque fois, ces propriétés renvoient toutes au même phénomène, c'est-à-dire à la distinction catégorielle, mais ce sont des conséquences à différents niveaux. Enfin, non-unifiabilité sémantique, qui est tout à fait parallèle à l'idée qu'il n'y a pas un concept général, hein, il n'y a pas de sens général ou abstrait qui rassemble les différentes lectures de l'unité lexicale polysémique. Par exemple, on ne peut pas, à partir du moment où on considère que quartier est polysémique, parce que quartier de viande, c'est un sens différent, quartier dans quartier de viande a un sens différent de quartier dans quartier d'une ville, qui a un sens encore différent de quartier des femmes, eh bien, on ne peut pas dire qu'un quartier, en dépit de l'étymologie, c'est une partie d'eux. Parce que ça marche peut-être pour un quartier de viande et encore, pour un quartier d'une ville ça marche, quartier des femmes ça marche aussi, mais pour quartier d'un livre, si quartier signifiait partie de, on pourrait dire quartier d'un livre, ou une partie d'une symphonie, on pourrait dire un quartier d'une symphonie, ça n'est pas le cas, donc ça signifie que ce sens très général, partie de, qu'on pourrait être tenté d'associer à quartier, ne regroupe pas l'ensemble de la polysémie.
Un test possible, c'est la compatibilité de la co-occurrence. Si vous prenez l'exemple veau au sens de animal et au sens de viande de veau. Vous ne pouvez pas avoir une construction avec une coordination du type ce veau est rapide et tendre. Pourquoi? Parce que comme, ça fait un effet de ce qu'on appelle un ZEUG, comme rapide et tendre renvoient à deux catégories distinctes portées par le même mot, on a une non-acceptabilité. Ce test d'ailleurs du zeugme est un assez bon test de vérification du fait qu'on a deux catégories. Oui? De probité et de lin blanc. Ouais. Non, mais si on le... Encore une fois, on a toutes sortes de possibilités au plan du langage poétique qui sont ouvertes par le fait qu'il y a des propriétés sémantiques de base qui font que, normalement, on ne peut pas dire ça, mais l'espèce de transgression qu'on a, comme dans la transgression métaphorique, etc., est possible en poésie. Ça n'empêche pas, et au contraire, ça confirme le fait que cet aspect créatif, disons, d'une construction du type vêtue de probité, candide et de lin blanc, vient du fait qu'on perçoit qu'il y a une sorte de caractère inapproprié de l'expression. Et cette perception du caractère inapproprié de l'expression vient du fait que les deux termes ne correspondent pas à une catégorie générale. Alors, bonjour. Le problème... Alors, ce test de non-unifiabilité, enfin, disons ce critère, cette caractéristique de la non-unifiabilité est une condition nécessaire, mais elle n'est pas une condition suffisante pour la polysémie. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas, alors ça c'est un exemple célèbre, souvent commenté dans la littérature, l'omelette est partie sans payer. Alors ça veut dire quoi? L'omelette est partie sans payer, ça veut dire que la personne qui a pris une omelette dans un restaurant, vous imaginez dans un restaurant des gens, enfin les serveurs qui parlent, et un type qui a pris une omelette, et pour les serveurs, la personne qui est en train de manger l'omelette, ils ne connaissent pas son nom, ils ne savent pas qui c'est, donc ils l'appellent l'omelette. Bon. Alors, à supposer que, bien sûr, ce soit le seul à avoir pris ce plat dans le restaurant. Et s'il est parti sans payer, un des serveurs pourra très bien dire « Ah, tout de suite, l'omelette est partie sans payer ». Vous aviez une remarque? Ce qu'on cherche à démontrer, c'est que on cherche à montrer que dans la polysémie, le fait de dire qu'il y a deux sens différents pour un même mot, mais que ces sens sont reliés entre eux, c'est juste, mais c'est imprécis. Et ce premier critère de non-unifiabilité vient pour dire que, bien que ces sens soient reliés entre eux, ils ne doivent pas être unifiables. Ils sont reliés entre eux, mais ils ne doivent pas être subsumés par une catégorie générale. C'est pour prouver qu'on a bien affaire à deux catégories distinctes. D'accord? Donc, tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est un raffinement de ces deux conditions. Alors, la non-unifiabilité ne suffit pas parce que, dans un cas comme l'omelette est partie sans payer pour désigner un client qui a pris, donc l'omelette ici, le mot omelette va désigner la personne qui a pris une omelette comme repas. Bon. On pourrait très bien montrer qu'entre omelette désignant une recette à base d'œufs et omelette désignant une personne
qui mange une omelette, il y a une non-unifiabilité catégorielle. C'est sûr qu'il n'y a pas une catégorie très générale qui regroupe la nourriture et la personne qui mange la nourriture. Donc, si on ne prend que le critère de non-unifiabilité, la relation de sens qu'il y a entre omelette, plat et omelette, personne qui mange le plat, va être dite polysémique. Mais ça pose un problème de dire ça. Parce que jamais dans le dictionnaire, par exemple, à omelette, vous aurez l'acception personne qui mange une omelette. Hein, parce qu'à ce moment-là, il faudrait que dans n'importe quel mot désignant de la nourriture, il y ait personne qui mange la nourriture. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, blanquette, on pourrait faire la même chose. La blanquette est partie sans payer, il n'aille pas à voir dans le dictionnaire blanquette, recette à base de veau qui... et puis personne qui mange la blanquette. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que cette relation de sens, on le voit bien, elle ne vient pas du lexique. Elle n'est pas inscrite dans le lexique. Mais elle vient de paramètres contextuels. D'où la deuxième condition, qui est la condition de robustesse, consistant à dire que les différentes acceptions, les différentes lectures de l'unité lexicale sont vraiment propres à l'unité lexicale et elles ne dépendent pas d'autres facteurs. D'une part, donc, on s'assure que la source des lectures multiples est bien l'unité lexicale. Et là, il faut faire une distinction entre la polysémie et les locutions figées. Par exemple, Arbracam, qui est donc une pièce d'un moteur, est une unité lexicale polylexicale, mais elle forme une catégorie à elle-même qui n'a rien à voir avec le sens de arbre au départ, qui a une relation peut-être de motivation, c'est-à-dire que, mais en réalité, le sens global de l'expression ne peut pas être dérivé du sens de arbre. C'est-à-dire que même si dans le dictionnaire vous avez arbracam qui apparaît sous arbre, on ne peut pas vraiment dire que arbracam, le sens de arbre dans arbracam, fait partie de la polysémie de arbre. En revanche, arbre au sens d'arbre généalogique va pouvoir être dans la polysémie de arbre. D'accord ? Ensuite, il faut distinguer la polysémie lexicale de la polysémie régulière ou systématique qu'on a dans l'omelette est partie sans payer. Cette polysémie, elle est assez régulière, puisque comme je vous le disais, ça n'est pas une création littéraire de dire ça. Je veux dire, de dire l'omelette est partie sans payer, ou la blanquette est partie sans payer, ou le rôti de veau me casse les pieds. Bon. À chaque fois, on a une relation de sens entre un aliment et la personne qui mange cet aliment dans un restaurant. Bon. Donc, ça part du point de vue d'un serveur qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas tellement d'autres solutions, enfin si, il en a d'autres, mais ça fait partie des solutions qu'il peut avoir pour désigner le particulier, la personne particulière qu'est le client, alors qu'il ne connaît pas son nom, etc. Il pourrait très bien dire le pull bleu, la veste noire, aussi bien qu'il dit... voilà. Donc cette relation de métonymie, elle est régulière, chacun la comprend immédiatement, sans avoir besoin de faire une opération cognitive complexe. Je sais pas moi, par exemple, si d'une manière très impolie, mademoiselle, je m'adressais à vous en disant « Et vous, le pull bleu, arrêtez de faire des SMS, etc. » Je ferais exactement la même opération. Et tout le monde comprendrait bien
en disant vous le pull bleu, je désigne vous, mademoiselle qui portez un pull bleu. Ça ne demande pas d'effort intellectuel particulier. Hein. Donc cette relation de métonymie qui permet de désigner une personne, en l'occurrence ici, à partir d'une partie, alors là, dans le cas de l'omelette, c'est la chose qu'il mange, dans le cas du pull bleu, c'est un vêtement qu'elle porte, ça pourrait être la couleur des cheveux, ça pourrait être n'importe quoi. Cette relation, elle est très stabilisée, mais elle ne vient pas de l'unité lexicale elle-même. Ça n'est pas une propriété de omelette que d'être accessible à ce genre de métonymie. C'est possible avec n'importe quoi. Donc, cette métonymie, le sens de omelette, le sens client du mot omelette, n'est pas à enregistrer dans la polysémie de l'unité lexicale omelette. Enfin, dernière chose, les lectures multiples doivent exister au niveau de l'unité lexicale et pas comme sens figuré en discours. Par exemple, dans Rimbaud, dans le bateau ivre, je me suis baigné dans le poème de la mer. Le poème de la mer, métaphore dans laquelle la mer apparaît comme un poème. D'accord ? Mais c'est bien évident que dans le dictionnaire, si vous consultez l'article mer, vous n'alliez pas avoir à un moment donné une acception. Chez Rimbaud, mer signifie poème. Alors, on pourrait imaginer des dictionnaires comme ça consacrés à un auteur où on ferait une espèce de, disons, de relevé des sens figurés que peuvent avoir des mots. Bon, mais c'est une façon de travailler qu'on a déjà pratiquée, mais qui est un peu ancienne, il faut le reconnaître, dans l'analyse littéraire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette création discursive consistant à dire que la mer peut être vue comme un poème, avec toute l'ambiguïté, le poème de la mer. Un poème de la mer, ça peut être aussi un poème pour la mer. Mais bon, l'acception métaphorique de mer comme poème ne peut pas être éliminée, évidemment. Ce sens-là, il y a une relation de sens entre mer et poème, elle ne peut évidemment en aucun cas être attribuée au niveau de l'unité lexicale. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que il convient de distinguer au moins deux niveaux de fonctionnement des figures. Le niveau de la langue, dans lequel on a les opérateurs de polysémie, métaphore, métonymie, etc. Et puis, au niveau du discours, deux niveaux distincts, un niveau non créatif ou régulier qui va être la polysémie systématique, par exemple la métonymie qu'on a dans l'omelette et les parties sont payées, ou le pull bleu me casse les pieds, etc. Et versus le cas créatif avec les métaphores inventives. Donc vous voyez que quand vous prenez un mot comme métaphore, il faut quand même faire très attention parce que le statut de la métaphore est complètement différent quand on a affaire à une métaphore en tant qu'opérateur de polysémie, à une métaphore ou à une métonymie comme correspondant à des procédures d'interprétation régulière en discours, qui ne dépendent pas du niveau de l'unité lexicale, et puis quand on a affaire à des métaphores vives, comme dit Ricoeur, c'est-à-dire à des constructions qui sont des créations littéraires. C'est le cas aussi de la probité qu'on dit des liens blancs dont on parlait tout à l'heure. Deuxième remarque, l'approche de Kléber est une approche qui est contestée par certains auteurs. C'est une approche qui me semble, l'approche de Kléber consistant à dire qu'il y a quand même des sens de base
et puis des sens dérivés qui ont des relations avec les sens de base. Donc, cette approche est contestée par des auteurs qui se refusent à toute prise en considération des propriétés du référent dans la description sémantique ou lexicale. Parce que l'idée de dire qu'il y a un sens de base, par exemple, on prend arbre ou boîte. Dans une analyse du genre, celle qui est pratiquée par Kléber, qu'on appelle parfois des analyses référentialistes, on va considérer qu'il y a un sens de base du mot arbre, qui est le sens d'un arbre, c'est un objet botanique qui a un tronc, des branches, des feuilles, etc. Vous avez un prototype de l'arbre, d'ailleurs, je crois que les psychologues pour les enfants utilisent des tests on peut peut-être en dériver un certain nombre de choses, mais enfin, bon, dans votre esprit, vous avez probablement un prototype de ce qu'est un arbre. Et à partir de ce sens-là, on va dériver, par exemple, le sens de arbre généalogique. Ou boîte. Une boîte, c'est quoi comme sens de base? Tout le monde a l'idée que c'est une sorte de contenant dans lequel on peut mettre des choses. À partir de ce sens de base, on va dériver boîte de nuit, boîte à bijoux, boîte aux lettres. Okay. Mais il y a une autre approche qui consiste à refuser la hiérarchie entre le sens de base et les sens dérivés pour dire qu'il y a un seul sens très très général qui regroupe tout. Alors, évidemment, cette approche est complètement contradictoire avec celle qu'on vient de voir, puisque nous, on vient de voir que précisément, dans la mesure où la polysémie renvoie à des catégorisations différentes, il y a une non-unifiabilité catégorielle. Donc une impossibilité d'avoir un sème très général qui subsume l'ensemble. Alors, les linguistes qui, dans une orientation parfois phénoménologique, c'est le cas de Cadio et Visiti ici, se refusent, disons, à introduire, comme je le disais tout à l'heure, dans la description sémantique des propriétés des référents. Donc par exemple, le fait que dans arbre, le fait que dans la définition du mot arbre, l'arbre que je considérais tout à l'heure comme un sens de base n'a aucun privilège particulier par rapport à l'arbre généalogique. Ce sont des arbres voilà, ce sont deux dérivations d'un sens d'arbre très général. D'accord ? Alors voici un exemple à partir de boîte. De ce type d'analyse. Dans les dictionnaires usuels du français, le mot boîte est défini à partir d'une valeur de base correspondant à un prototype matériel ou perceptuel. Les très nombreux composés introduits de manière alternante par les prépositions à ou de qui ne se conforment pas à ce prototype, par exemple boîte aux lettres, boîte d'essieux, boîte de nuit, sont décrits sous les rubriques fourre-tout de spécialité, analogie, parfois métaphore. On ne voit pas pourquoi c'est spécialement fourre-tout. Bref. À ce mode de présentation, une approche non dictionnérique mais de sémantique lexicale suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel ou concept formulé en termes exclusivement fonctionnels. Alors, suggère d'opposer le principe, pardon, j'ai mal lu. À ce mode de présentation, une approche non dictionnérique mais de sémantique lexicale suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel ou d'un concept formulé en termes exclusivement fonctionnels. Donc, le sens de boîte, le sens très général de boîte, pour eux, c'est contenir X et produire ou fournir Y. Oui, un sens très très abstrait dont les auteurs prétendent que ce sens subsume tous les sens possibles du mot boîte, tout dans les emplois. Mettant a priori les quasi innombrables usages du mot sur un pied d'égalité, donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, tous les sens du mot sont mis sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que la boîte au sens du
Tupperware dans lequel vous mettez votre repas de midi. La boîte dans ce sens-là n'a aucun privilège particulier en termes sémantiques par rapport à la boîte de nuit, la boîte des cieux ou la boîte aux lettres. Donc tous les mots, tous les usages sont mis sur un pied d'égalité. Cette description permet de rendre justice à cette variété et cette productivité grâce à une mécanique flexible d'ajustement entre l'instruction stéréotypique générique et les contraintes matérielles spécifiques. Donc leur idée, c'est qu'on aurait une sorte de sens extrêmement général comme ça, qui serait comme un point de départ, qui serait ensuite, pour les besoins de la communication ou de l'échange de signification, profilé, modifié en fonction des buts qu'on cherche à atteindre. Alors, je vous signale cette approche, mais je ne vais pas la développer plus longuement, il faut que vous sachiez que ça existe. Pour ma part, je pense que c'est une approche qui peut peut-être pour certains types de mots avoir une certaine pertinence, mais qui n'est pas généralisable. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même être un peu raisonnable et se rendre à l'évidence que, je veux dire, on a beau inventer des théories originales, lorsque je décris le sens de arbre dans une langue, je le décris à partir de ce que le monde me fournit comme exemplaire de l'arbre en tant que catégorie référentielle. Oui, alors ça c'est la distinction entre les dictionnaires de mots et les dictionnaires de choses, si l'on veut. Dans les deux cas, on est quand même au niveau sémantique et pas au niveau de la description encyclopédique. Mais le lien, il y a quand même un lien entre ce que j'ai expliqué et ce que vous venez de dire, c'est que ce que défend Kléber, c'est précisément que les descriptions encyclopédiques influent sur les descriptions sémantiques. Alors que pour des raisons de principe théorique, il y a des auteurs qui considèrent que le plan linguistique doit rester autonome et ne doit absolument pas être configuré par la réalité. Oui ? Sémantique prototypique jusqu'à la polysémie pour pouvoir... C'est-à-dire qu'on fabrique un prototype hyper abstrait. Exactement, dans lequel on essaie justement de changer la polysémie en essayant de regrouper tous les termes sous d'autres catégories. Tout à fait. Cette approche d'ailleurs doit en partie aux travaux de Gustave Guillaume et à la notion de signifié puissance. Hein, mais je vous expliquerai ça l'année prochaine en master. Il y a chez Guillaume cette idée que les différents sens mais ça marche plutôt pour les unités grammaticales, que les différents sens d'une unité grammaticale peuvent être souvent regroupés dans un sens extrêmement général, que Guillaume appelle le signifié de puissance, et il est certain que ce type d'approche prend son origine dans la sémantique guillaumienne. Mais encore une fois, chez Guillaume, il me semble que la pertinence du signifié de puissance vient du fait qu'on a affaire à des unités grammaticales, et pas à des unités lexicales. Alors, un petit bilan et des conclusions avant de faire une brève pause. Donc, on a vu d'abord le lien entre unité lexicale et dénomination. Une unité lexicale, ça fournit une dénomination, c'est-à-dire c'est une unité codée qui nous sert ensuite à référer à des objets du monde. L'unité lexicale produit ou révèle une catégorie, on l'a vu longuement avec les différents types de catégories, mais le problème de la polysémie complique l'affaire et on est obligé de constater que dans toutes les langues, une unité lexicale produit ou révèle une ou plusieurs catégories. C'est le phénomène de la polysémie. La plupart des mots de la langue sont polysémiques,
sauf donc les vocabulaires souvent très techniques, qui eux sont beaucoup moins polysémiques. Mais même dans les langues de spécialité, il y a toujours un peu de polysémie, même si elle est moins grande. Bon, écoutez, il y a un certain nombre de conclusions que vous lirez. Je ne vais peut-être pas m'y arrêter parce que ça va m'amener à me répéter. Donc, l'idée que les catégories sont des représentations mentales ou sont l'équivalent des concepts, je la présente comme si elle allait de soi, mais ça pose toutes sortes de problèmes philosophiques et l'affaire est loin d'être réglée. Hein. Mais c'est une façon de concevoir la catégorie comme processus, processus de catégorisation, donc processus cognitif. Les catégories ne sont pas des choses toutes faites, mais nous percevons, nous construisons des catégories à la fois en raison de nos structurations cognitives en tant qu'être humain et en raison de l'environnement dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que les catégories qui vous sont usuelles dépendent bien sûr des régularités que vous avez dans votre monde environnant. Je noterai aussi pour conclure que le concept de catégorie est plus large que celui de dénomination. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui n'ont pas de dénomination, mais qui ne peuvent avoir que des désignations. Je donne juste un exemple. Vous connaissez la fable du renard et des raisins? Vous voyez, cette fable dans laquelle un renard qui ne peut pas attraper des raisins dans une sorte de bouteille, si je me souviens bien, va finir par dire « mais ces raisins sont verts, ça ne m'intéresse pas du tout ». Donc, il y a une expression en anglais qui catégorise ce type de situation. Donc, c'est quoi ce type de situation? C'est quoi la catégorie? La catégorie, ce sont les personnes qui font mine de dédaigner quelque chose qu'ils désiraient parce qu'ils n'ont pas pu l'obtenir. Ça, en anglais, il y a une expression qui est sour grapes, qui renvoie directement à la fable. Et en utilisant cette expression, on déclenche directement cette catégorie. Cette catégorie, je suis sûr que si vous y pensez un tout petit peu, dans votre entourage, vous avez forcément rencontré à un moment donné des personnes dans cette catégorie. Des gens qui vont dire « oui, l'agrégation, ça sert à rien, c'est nul, ça ne m'intéresse pas du tout. » Bon. C'est typiquement la situation. C'est-à-dire l'idée que peut-être, alors c'est pas toujours le cas, ça peut être vrai, mais si on a affaire à quelqu'un qui a passé le concours 3 fois et qui ne l'a jamais eu et qui finit par vous dire que c'est pas du tout intéressant, etc., qu'il vaut beaucoup mieux faire du théâtre, je ne sais quoi, on sera typiquement dans la situation d'une personne qui critique ou qui dédaigne quelque chose qu'il a désiré parce qu'il n'a pas pu l'obtenir. Donc vous voyez, je suis obligé de faire une longue phrase pour décrire cette catégorie, qui dans votre esprit est évidente. Dès que je vous décris un petit peu cette catégorie de gens, cette catégorie de situation, vous voyez tout de suite pourquoi. Vous n'avez aucun problème à faire un lien entre cette catégorie et des membres potentiels dans cette catégorie. Mais il n'y a pas de mot. Donc il y a bien des catégories mentales, cognitives, qui sont dépourvues de dénomination. Alors, il faut dire, quel est l'avantage d'une catégorie qui possède une dénomination? L'avantage, il est assez évident, si on veut le décrire d'une manière un peu approximative, c'est qu'une catégorie qui porte une dénomination est en général plus facilement accessible, plus saillante, ça montre aussi qu'elle a une plus grande importance dans une société, etc. Donc, ce que je vous ai expliqué sur la catégorisation, au fond, est beaucoup plus large que la question du langage, mais elle est importante dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une dénomination présuppose obligatoirement une catégorisation, mais une catégorisation, ça peut être fait avec ou sans dénomination.
Voilà, alors on va faire 5 minutes de pause et puis on se retrouve pour aborder un tout autre chapitre qui sera le dernier chapitre du semestre. Suffisant. Bien, alors nous allons reprendre en abordant le dernier chapitre de cette partie consacrée aux éléments de sémantique lexicale. Dernier chapitre consacré à l'étude de la formation de l'unité lexicale. Et là, nous allons voir un certain nombre de choses que vous avez sans doute déjà parcourues dans vos études de linguistique, enfin vos études de lettres. En particulier, je reviendrai sur la définition du morphème comme constituant d'unité lexicale. On verra dans le détail la formation des unités lexicales, comment on identifie donc les morphèmes constituants des unités lexicales construites. Et le point qui va nous retenir peut-être un petit peu plus, c'est la question du degré d'iconicité des unités lexicales, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut deviner le sens d'une unité lexicale à partir de ces éléments composants. Alors j'utiliserai comme référence cursive pour cette partie un livre très bien fait de Denis Apotélos qui s'appelle « La construction du lexique français », publié chez Offris. Et ça n'est pas une lecture obligatoire pour le cours, hein, mais vous pourrez trouver des éléments plus détaillés par rapport à ce que je vais vous expliquer dans ce livre si vous le souhaitez. Alors, première chose, la notion de morphème comme constituant élémentaire de l'unité lexicale. Alors, là, c'est une petite leçon de vocabulaire, un rappel. Hein. Donc, je ne reviens pas sur la distinction entre morphèmes lexicaux et morphèmes grammaticaux. La discussion qu'il peut y avoir à ce sujet est la même que celle que nous avons déjà eue au sujet de la distinction entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux. Mais enfin, cette distinction est reconduite dans le cas des morphèmes. Il y a une distinction aussi usuelle entre les morphèmes qu'on appelle libres et les morphèmes liés. Par exemple, dans précaire, on ne peut pas décomposer, on ne peut pas couper le mot en isolant une base comme on peut le faire dans précarité. D'accord ? Les morphèmes liés, comme IT ici, on les appelle des affixes. Dans la catégorie des affixes, qui est donc une sous-catégorie de morphèmes, le mot précaire lui-même, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident, c'est un morphème libre. Le mot précaire, je peux l'utiliser comme je veux, dans toutes sortes de constructions. Je ne suis pas contraint de le souder à un autre mot pour qu'il existe. Alors que IT, ici, ou précar, qui est la base, disons, ou le radical, on verra tout ça tout à l'heure, ce sont des morphèmes qui ne peuvent pas exister isolément, donc ce sont des affixes. Dans les affixes, on fait une distinction entre deux grands types d'affixes, des affixes flexionnels et des affixes dérivationnels. Les affixes flexionnels ne créent pas un mot nouveau, mais créent une forme nouvelle d'un lexème, hein, ou d'une unité lexicale. Par exemple, si vous utilisez, si vous considérez des morphèmes flexionnels de genre, hein, si vous mettez un mot au pluriel, vous ne créez pas un mot nouveau, vous créez une forme nouvelle d'un même mot. Quand vous conjuguez un verbe, le verbe, si vous dites je marchais, j'ai marché, etc., vous ne fabriquiez pas un nouveau mot, mais vous fabriquez une nouvelle forme d'un même mot. Alors que si vous prenez le mot sécher et le mot séchage, avec séchage, vous avez fabriqué un nouveau mot. Hein. Donc, entre marcher et marchand, vous avez deux formes différentes d'un même mot, tandis que sécher et séchage, vous avez deux mots différents. Ça, c'est une première distinction entre affixe flexionnel et affixe dérivationnel. Deuxième distinction, les affixes flexionnels ont une certaine systématicité et forment une liste fermée. Une certaine systématicité et ils forment une liste fermée.
C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, dans le cas des morphèmes de nombre, vous avez en français, pour fabriquer le nombre, donc pour les substantifs, par exemple, les adjectifs, des marques plurielles qui sont régulières. Bon, plus souvent c'est le S, mais il y a des cas un peu particuliers, le X, l'alternance al-O pour cheval-chevaux, bref. Mais les moyens sont en nombre limité et ils sont systématiques. Ils sont réguliers pour tous les mots. Pour les morphèmes de conjugaison, qui sont aussi un autre type d'affixe flexionnel, c'est la même chose. Quand vous connaissez les morphèmes de la conjugaison des verbes du premier groupe, les morphèmes de la conjugaison, ils s'appliquent systématiquement, quel que soit le verbe du premier groupe considéré. D'accord ? Mais dans le cas des affixes dérivationnels, non seulement la liste est ouverte, puisque vous pouvez avoir des suffixes nouveaux, mais il y a une absence de systématicité. Si vous prenez par exemple la dérivation qui consiste à fabriquer des noms à partir d'un verbe en ajoutant le suffixe age, par exemple sécher, séchage, truquer, trucage, balayer, balayage, laver, lavage, bon, ça marche. Mais ça ne marche pas avec tous les verbes, d'accord ? Avec manger, vous ne pouvez pas dire le mangeage. Bon. Avec dormir, vous ne pouvez pas dire le dormage. Avec tricher, vous ne pouvez pas dire le trichage. Bon, cela dit... Déjà des mots pour exprimer. Oui, bon, on utilise la triche pour tricher. Pour dormir, c'est le sommeil. Mais trichage, ça c'est soufflage, souffler, soufflage. Ça existe, soufflage, mais pas dans le sens, le mot soufflage existe, mais pas dans le sens action de souffler. C'est pas dans le verre. Je ne sais pas exactement, mais il me semble que c'est pas vérifié, il faudrait vérifier, je ne sais pas si quelqu'un à Internet ici vérifie ce que soufflage peut signifier, mais ce qui est, je me souviens, alors vous êtes d'une autre génération, vous ne connaissez pas ça, mais il y avait une émission célèbre de Thierry Ardisson, dans laquelle il y avait un jeu entre les participants à l'émission qui était un jeu, comment on appelle ça, le blind test. Hein. Donc on fait écouter une musique, des musiques, et puis c'est le premier qui devine. Et dans certains cas, les invités soufflaient, aidaient les uns les autres. Et je me souviens que Ardisson avait utilisé régulièrement la formule s'il y a soufflage, il y a trichage. Bon, alors évidemment, c'était une création lexicale, c'était amusant, etc. On comprend bien de quoi il s'agit. Hein. Donc, autrement dit, un enfant, à la limite, pourrait produire trichage. Un apprenant du français, quelqu'un qui apprend le français, qui est étranger, pourrait le fabriquer. Donc, la forme, elle est régulière, mais elle n'est pas acceptée par la norme du français. Il se trouve que, pour toutes sortes de raisons qui seraient difficiles qui serait complexe à analyser, l'utilisation du suffixe age pour fabriquer des noms des verbaux, des noms à partir de verbes, est limitée à certains types de verbes. Alors, il y a des linguistes qui vont faire des études extrêmement savantes pour essayer de comprendre pourquoi certains verbes sont accessibles à cette suffixation et pourquoi d'autres ne le sont pas. Soit on peut considérer que c'est un hasard, et c'est le hasard des conventions, des normes historiques qui sont formées, soit on se dit qu'il y a peut-être une vraie raison là-dessous, et on va essayer de l'étudier. Donc, la distinction entre affixe flexionnel et affixe dérivationnel est relativement claire, hein, relativement, comme toujours en linguistique, il y a des cas limites, mais pas de nouvelles formes, pas de nouveaux mots dans le cas des affixes flexionnels, mais simplement une forme nouvelle d'un nouveau mot, une systématicité et une certaine clôture des morphèmes disponibles, tandis que dans le cas des affixes dérivationnels, il crée un morphème nouveau, peu de systématicité et une liste ouverte. Une liste ouverte, oui. Alors, pour les affixes dérivationnels, on distingue trois types de cas, dont deux seulement sont pertinents en français, mais dans d'autres langues il y a des infixes, mais en français vous avez bébé, c'est la base, hein. Donc le préfixe est placé avant la base, c'est juste une distinction de position, hein. Les suffixes sont placés après la base, et les infixes, qui en français n'existent pas, mais sont placés à l'intérieur de la base.
Alors il y a une distinction aussi qu'on peut faire entre base, radicale et racine. La base, c'est l'élément sur lequel opère un affixe. Donc pour fabriquer par exemple nationalisation, la base du suffixe ation, c'est nationalise. D'accord? La base de is, ici, ça va être national. La base de al, c'est nation. D'accord? Donc la base, c'est le plus grand élément sur lequel opère le suffixe. Et le radical, c'est le morphème lexical résiduel. Par exemple, dans nationalisation, le radical, c'est nation. Donc vous voyez, on peut faire une distinction. Ce n'est pas toujours clair dans les manuels, hein, les auteurs sont assez flottants sur ce sujet. On peut faire une distinction entre base et radical dans ce sens-là. Et puis la racine, on réserve souvent ce terme pour l'explication diachronique. Par exemple, dans respirer, on peut dire qu'il y a une racine spire qui vient du latin spirare, mais on ne peut pas parler de base, de radical, on ne va pas non plus parler d'un fixe, ça n'a pas de sens ici. On parle donc d'une racine, c'est-à-dire d'un élément historique, enfin d'un élément reconnaissable d'un point de vue historique, mais qui n'a pas l'autonomie, enfin disons qui n'a pas l'autonomie formelle d'un morphème. Donc trois types d'affixes, enfin deux types en français d'affixes dérivationnels, les préfixes et les suffixes, et puis les affixes flexionnels, grosso modo, ce sont les affixes de genre, de nombre, et puis de temps, d'aspect et de mode, pour la conjugaison des verbes. Maintenant, on peut résumer assez facilement les différents modes de formation des unités lexicales. Alors, vous avez vraiment l'essentiel là de tous les procédés qu'on a pour fabriquer un mot nouveau. Alors il y a d'abord l'emprunt, exemple shopping, mailing, qui est inévitable et courant surtout dans un monde mondialisé, qui est évidemment critiqué par un certain nombre de puristes qui souhaitent qu'on recourt le plus possible à des mots de formation française et pas à des emprunts. J'avais donné à un cours précédent un exemple qui était downloadé, téléchargé. Alors, quand on dit télécharger, le problème, c'est que télécharger ne fait pas la différence, enfin, entre upload et download, c'est-à-dire entre le fait de mettre quelque chose en ligne et le fait de récupérer quelque chose en ligne. Donc, uploader et downloader sont plus clairs que télécharger, d'une certaine façon. Bon, cela dit, il y a un mot qui existe qui s'appelle téléverser. On dit téléverser. Bon, donc, et puis il y a des tentatives. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous utilisez courriel? Mail, faire un mail, pas faire un courriel. Bon, donc le problème du refus de l'emprunt, c'est que aujourd'hui, il se heurte au bilinguisme croissant des populations développées. Dans le cas de l'Europe, la plupart des Européens parlent aussi l'anglais. Donc, ils ne sont absolument pas gênés par les emprunts et par l'utilisation de mots anglais dans l'usage courant. Hein. Les tentatives de francisation sont souvent, parfois elles passent mieux, curieusement, c'est pas curieux, mais au Québec, hein, où il y a une véritable politique de défense du français face à l'envahisseur anglophone. Hein. Donc il y a une véritable conscience qu'on n'a pas en France de l'importance de parler le français, un français qui soit bien distinct de l'anglais. Mais bon, aujourd'hui en France, la langue est très poreuse, une grande porosité par rapport aux emprunts.
forcément dramatique, mais c'est un peu dramatique quand c'est les emprunts toujours de la même langue. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas, vous verrez tout à l'heure avec quelques exemples. Alors il y a un cas particulier de l'emprunt qu'on appelle le calque. Le calque, c'est la traduction, c'est un emprunt qu'on a traduit. Par exemple, la souris dont on parlait tout à l'heure, c'est de la traduction en français de mouse, qui est le mot qui a été utilisé dans le monde anglophone pour désigner la souris d'ordinateur. Skyscraper, qui signifie gratte-ciel, gratte-ciel a été formé sur skyscraper par calque. Hein. On a reproduit le sens des unités constituantes de skyscraper. Ensuite, vous avez, deuxième cas de figure, la dérivation affixale, donc par préfixation ou par suffixation. Ensuite, la dérivation non affixale. Alors, apothéose inclut dans le cas de la dérivation non affixale le cas de la polysémie. Ça, c'est une proposition un peu audacieuse qui est assez rare, hein. Donc gardez ça à l'esprit comme une possibilité, mais en général, on n'inclut pas la polysémie dans le cas de la dérivation non affixale. Ce qu'on met en général dans la dérivation non affixale, c'est plutôt ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire le fait de créer un nouveau mot simplement en changeant de partie du discours. À partir de l'adjectif portable, qui signifie qu'on peut porter, qu'on peut transporter, vous fabriquez le substantif importable. Importable, c'est quoi pour vous? C'est un téléphone ou un ordinateur? Est-ce que c'est un téléphone ou un ordinateur importable? Qui dit que c'est un ordinateur? Et qui dit que c'est un téléphone? D'accord. Bon, parce que les deux sont possibles, hein, mais pour certains, on utilise le contraste entre un mobile et un portable. Un mobile pour un téléphone, un portable pour un ordinateur. Bon, alors vous pouvez dire un laptop aussi, mais bon, évidemment dans ce cas-là, vous êtes dans la solution de l'emprunt. Bon, donc ça c'est un moyen de fabriquer des noms à peu de frais. Hein. On transforme, par exemple, ici l'adjectif en nom. Donc là, il n'y a pas de préfixation, pas de suffixation, c'est simplement de la conversion. Quand on... Je cherche un exemple de verbe fabriqué à partir d'un nom ou d'un adjectif. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Autre cas de figure qu'on a déjà examiné, c'est le figement. Donc on fabrique un mot par figement. À ce moment-là, on a affaire à une unité polylexicale. Hein. Donc cette unité polylexicale, vous vous souvenez qu'on a vu un certain nombre de critères. Elle a une motivation qui peut être plus ou moins transparente, plus ou moins présente. Je prends l'exemple de la chasse d'eau, donc qui est une technologie qui permet de chasser l'eau dans les toilettes, donc c'est ça la motivation. Vous avez la chasse d'eau, en général, les gens disent on tire la chasse d'eau. Et ça gêne absolument pas que la plupart du temps, maintenant, dans les toilettes, on pousse un truc pour dire qu'on tire la chasse d'eau. C'est tout simplement parce que, du coup, l'unité polylexicale, elle s'étend au verbe. Hein. C'est pas la chasse d'eau toute seule, c'est même tirer la chasse d'eau qui est devenue une locution verbale. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais quand on pousse sur un truc, il y a un mécanisme qui tire sur un autre. Bon, mais peu importe, du point de vue linguistique, on dit qu'on tire alors qu'on pousse. Bon. Et ça vient du fait qu'on a affaire à une unité polylexicale, donc dont le sens ne se construit pas simplement par combinatoire du sens des unités composantes. Dans cette catégorie, vous avez une sous-catégorie particulière qu'on appelle parfois la composition savante,
qui correspond au figement de morphèmes lexicaux liés. Alors, par exemple, bibliothèque ou ludothèque, vous voyez, que vous avez un élément formatif tech qui peut difficilement être considéré, c'est pas un mot isolé, hein, une tech, ça n'existe pas. Ça n'est pas vraiment un suffixe non plus, parce que, en fait, c'est un héritage diachronique qui permet de fabriquer donc toutes sortes de mots, hein, ludothèque et vidéothèque, etc. Vous avez le cas du mot valise qui regroupe un procédé de composition et un procédé de troncation. Par exemple, alicament qui est formé sur aliments et médicaments. Donc vous avez deux troncations. Donc troncation, ça signifie coupure. Aliment a été coupé, on a gardé que ali. Médicament a été coupé, on a gardé que cament. Et on a fabriqué alicament. Alors alicament, c'est un aliment qui joue un rôle de médicament du genre des sortes de yaourt, etc. Vous voyez là l'impact de la dénomination en l'occurrence. On a créé la création de cette dénomination procède bien évidemment d'un enjeu de marketing. Hein. Ce qu'on veut, c'est vous faire croire qu'en mangeant des yaourts, vous vous guérissez de maladies potentielles, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas. Mais le fait qu'existe un terme, bon, pour l'instant peut-être assez peu usuel, est-ce que vous connaissiez ce terme, dénomination? Oui, alors tous sont des néologismes, hein, à un moment donné. Alicament, oui, on le perçoit aujourd'hui encore comme un néologisme. C'est vrai que c'est un terme qui reste assez rare. Alors, dernier cas de figure, la troncation et la siglaison, qui est aussi une façon de former un mot assez courante. Le périph' pour le périphérique, un appart pour un appartement. Et l'acronymie, où là, vous conservez uniquement les premières syllabes, hein, oulipo, c'est l'abréviation de ouvroir de littérature potentielle, donc on a gardé que la première syllabe de chaque mot constituant, et enfin la siglaison. Donc c'est une façon aussi très commode et très courante d'ailleurs aujourd'hui, surtout dans le langage administratif, où les sigles sont vraiment une valse de sigles, le PDG, un CV, etc. Voilà. Ce sont des unités lexicales. Hein. Alors, un point important sur l'identification des unités lexicales construites. Donc, à partir du moment où les unités lexicales comportent plusieurs constituants, on parle d'unités lexicales construites. Pour pouvoir isoler les constituants d'une unité lexicale, il y a un certain nombre de critères, de conditions qui sont les suivants. Alors, elles sont exprimées d'une manière un peu technique, mais ce sont des choses très simples. Il y a d'abord la paradigmaticité, c'est-à-dire l'idée que chaque segment doit exister dans d'autres unités lexicales, ou bien être une unité lexicale. Ensuite, la compositionnalité, le sens de l'unité lexicale doit résulter du sens de ces segments constituants. Alors, quand je dis résulter, le résultat peut être plus ou moins complexe, mais il doit y avoir un lien assez visible entre le sens de l'unité lexicale et le sens des segments constituants. Et puis la minimalité, c'est-à-dire l'idée que les segments identifiés doivent être indécomposables. Alors, si vous prenez détordre par rapport à déterminer, la question qui se pose est de savoir, est-ce que je peux considérer que détordre est formé de deux unités D plus tordre, comme déterminé serait formé de deux unités D plus terminé? Parce qu'apparemment, D existe comme préfixe, tordre et terminé existent comme mot isolé. Donc, pourquoi pas? Seulement, si on essaie d'appliquer
les critères indiqués, on va se rendre compte que le deuxième cas déterminé ne respecte pas ces conditions de l'unité lexicale complète. Alors prenons d'abord la paradigmaticité. D'étordre, chaque segment existe bien dans d'autres unités lexicales. Par exemple, d'étordre, je peux dire défaire, dénouer, etc. Et puis, tordre, il existe seul, certes, mais je peux aussi avoir retordre, par exemple. Donc, et en plus, on conserve bien le sens de dé qui signifierait faire l'opération à l'envers. Hein. Tordre, détordre, c'est dé inverse l'opération que je fais avec tordre. Nouer, dénouer, j'inverse l'opération faite avec nouer. Alors que dans déterminer, bon, je ne peux pas avoir une variation du type déterminé, reterminé. Et le lien entre dé et terminé, pour prendre directement le deuxième critère, n'est pas du tout un lien dans lequel on aurait un sens de dé qui serait une modification par rapport au sens de terminé. On ne voit pas bien comme ça en synchronie hein, ce que déterminé doit au sens de terminé. D'accord ? Déterminé n'a pas grand-chose à voir avec terminé. Alors que détordre a clairement quelque chose à voir avec tordre. Ça, c'est le critère de compositionnalité. Et puis la minimalité, pour détordre, ça marche, c'est-à-dire tordre, je ne peux pas le découper plus loin, et dé non plus. Alors, ici, il est important de distinguer la synchronie et la diachronie, parce que déterminer, si on considère les timons latins, terminare, etc., on peut là retrouver une explication. Mais ce sera une explication diachronique, ce ne sera pas une explication synchronique, donc on ne peut pas dire qu'en synchronie, déterminé soit analysable en deux morphèmes. Hein. Deuxième remarque, je ne vais pas en parler, mais c'est un grand pan de l'analyse linguistique qui traite ce genre de problème, c'est la variation morphologique. C'est-à-dire que, en fonction des caractéristiques de la base, le morphème qui se combine avec la base peut varier. Par exemple, le privatif 1 peut avoir la forme 1IN, 1IM, IR, IL, illégal, impossible, irréel. Et ces trois formes de suffixes, IN ou M, IL, IR, on les appelle des allomorphes, c'est-à-dire trois formes différentes d'un seul et même suffixe, qui est le suffixe privatif 1, qui signifie une sorte de négation. Alors, est-ce que j'ai le temps de prendre quelques exemples? Ça va être un peu juste... j'illustrerai tous ces procédés la semaine prochaine. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions. Oui? Oui? Oui, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que l'héritage n'est pas un procédé de formation des mots. Il est certain que le stock lexical du français provient en partie de mots hérités du latin, principalement, éventuellement d'autres langues. Là, ce à quoi on s'intéresse, c'est au procédé de formation des mots. Donc, il peut arriver que des mots hérités soient hérités en ayant été formés en latin. C'est le cas de déterminer, déterminare. Mais le genre d'analyse que je vous indique ici, c'est une analyse vraiment synchronique, c'est-à-dire qui part de l'idée que on ne décompose que ce qui est
susceptibles d'être cognitivement décomposés par des locuteurs actuels pour la synchronie du français contemporain. D'ailleurs, à ce propos, les mots synonymes, pas les mots formés, puisque ce sont des emprunts, ils ont été empruntés directement à l'envers. Oui, c'est vrai, mais c'est un procédé vivant en synchronie, c'est ça que je veux dire, l'emprunt. Alors que l'héritage, ça n'est pas quelque chose. Enfin, vous allez me dire c'est un peu du même ordre, mais non, c'est quand même pas la même ordre. Le substrat latin et le fait que la langue française soit formée sur le substrat latin n'est pas du même ordre que le fait que je puisse créer une unité lexicale nouvelle en empruntant à une autre langue. Le fond latin du lexique français ne peut pas être considéré comme un emprunt. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous voulez dire quand on crée un terme technique Par exemple, moi je ne sais pas si les lignes comme ça en tête, mais le français a une origine, c'est une langue romaine, c'est pas une langue Oui, grecque. oui. Donc le cas du grec se rapproche plus du cas de l'anglais que du cas du latin. Oui, alors en fait là, cette discussion, elle vient de la confusion que révèle cette petite discussion, ce début de discussion, vient du fait que je n'ai peut-être pas séparé assez nettement la perspective synchronique de la perspective diachronique. Dans la perspective synchronique, la seule chose qui nous importe, c'est de savoir quelles sont nos ressources pour créer des unités lexicales nouvelles ou pour les interpréter. Pour interpréter une unité lexicale, je peux recourir à des connaissances étymologiques. Donc là, je retrouve la diachronie. Mais ce sont des connaissances donc, relatives à l'histoire de la langue. Ce ne sont pas des procédés réguliers de formation, comme la préfixation, la suffixation, l'emprunt, etc., etc. Vous voyez, en fait, le point de vue que j'adopte ici est un point de vue, c'est un choix pour limiter un peu les choses, strictement synchronique. Mais il y a parfois des limites, effectivement, où on ne sait pas si une base est encore perçue en synchronie, même si elle est ancienne. Pas d'autres questions? Ouais, après. Merci de votre attention, donc, et à la semaine prochaine.